Madame la maire, mes chers collègues, le handicap n'est pas un phénomène marginal et isolé. 12 millions de personnes en situation de handicap vivent en France, soit un Français sur 6. À Paris, fin 2016, la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, recensait 154 000 personnes disposant d'au moins un droit actif, soit près de 7 % de la population parisienne. Comme le notait la PUR en 2018, 27 140 Parisiens sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Leur nombre a augmenté de 24 % depuis 2007. Par ailleurs, 8 800 enfants sont bénéficiaires de l'allocation de l'éducation de l'enfant handicapé. Par conséquent, l'inclusion des personnes en situation de handicap ne constitue pas seulement une exigence éthique, mais s'inscrit dans une nécessaire politique sociale et solidaire de prise en compte de la vulnérabilité d'autrui, phénomène en passe de devenir de plus en plus prégnant dans les années à venir, compte tenu du vieillissement annoncé de la population. Nous nous félicitons collectivement de toutes les avancées tendant vers plus d'accessibilité. Toutefois, il reste encore un long chemin à parcourir pour que Paris devienne une ville complètement inclusive. La ville a pris des initiatives fortes en matière d'emploi. En 2018, le taux d'agents municipaux bénéficiant de l'obligation d'emploi s'élevait à 6,33 % et en termes d'adaptation de logements, objectif de 40 % en 2020 de logements sociaux accessibles. Néanmoins, nous sommes loin de l'exemplarité proclamée dans le domaine de la participation des enfants handicapés au périscolaire. Le vœu déposé par notre groupe et voté par le Conseil de Paris en juillet 2018, demandant à ce que la ville s'engage à créer des centres de loisirs à parité, les CLAP, dans les arrondissements centraux de la capitale qui n'en comptent aucun, demeure, contrairement à vos dires, insatisfait. Aujourd'hui, il existe à Paris seulement 10 CLAP qui permettent à 50 % d'enfants valides de partager le même centre de loisirs que 50 % d'enfants handicapés. Sur ces 10 CLAP, seulement 8 sont gérés par la municipalité parisienne, 2 relevant de la Fédération d'associations loisirs plurielles. La majorité des arrondissements, dont le 16e, ne disposent pas de CLAP au cours de l'année écoulée. Seul un nouvel établissement a ouvert dans le 15e. Si cette ouverture va dans le bon sens, notre vœu visait spécifiquement à ouvrir de nouveaux centres de loisirs à parité dans les arrondissements qui en sont dépourvus. De votre aveu même, Paris est également confronté à un retard historique en matière de places d'établissements de services sociaux et médico-sociaux pour personnes en situation de handicap. En effet, d'après la PUR, alors que la capitale recense dans sa population plus de 150 000 personnes en situation de handicap, en 2017, Paris ne comptait que 7 032 places en établissements et services médico-sociaux, dont 1 980 places d'hébergement, 3 347 places de prise en charge de jour et 1 705 places de service. De plus, l'offre des paradultes reflète des disparités, avec une offre moins importante dans les quartiers centraux et nord-ouest de la capitale. Absence totale d'offres dans 5 arrondissements, dont le 16e. En 2018, 114 places en établissement et 108 en service ont été ouvertes. Cela va dans le bon sens, mais demeure encore insuffisant. Par ailleurs, afin d'esquisser une alternative au logement en établissement classique, la ville de Paris a décidé de développer le logement accompagné. La stratégie handicap 2017-2021 prévoyait de réserver 70 places de logements sociaux sur 5 pour l'accès au logement de personnes en situation de handicap dans le cadre du développement. Pour cela, la ville devait contractualiser avec ses 3 principaux bailleurs sociaux afin de faciliter l'identification des logements. Or, 2 ans après l'adoption de la stratégie de la maire, seuls 10 logements ont pu être identifiés. Ce chiffre est trop faible. Paris va avoir du mal à atteindre les 70 logements accompagnés d'ici 2021. Avec les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 en objectif, il est également indispensable que Paris renforce son accessibilité en termes de pratiques sportives. Considérant l'importance du sport, de la culture physique et des activités extrascolaires pour l'inclusion des enfants en situation de handicap, il est indispensable de proposer des créneaux d'activités extrascolaires à des horaires normaux pour les enfants en situation de déficience mentale. Cela exige aussi la mise en place de davantage de cours de sport adaptés dans le champ du handicap mental, cognitif et psychique. L'accessibilité, c'est aussi et surtout la liberté de se déplacer librement dans Paris. Si des avancées très positives ont eu lieu ces dernières années, le gros point noir demeure, nous le savons tous, le métro. Actuellement, seule la ligne 14 est accessible aux fauteuils roulants. La maire de Paris doit se mobiliser pleinement aux côtés d'Île-de-France Mobilités pour remédier à cette situation désastreuse en comparaison à de nombreux autres pays membres de l'Union européenne. Tous les acteurs publics concernés doivent prendre leurs responsabilités afin de rendre au plus vite le métro parisien accessible à tous.
C'est un enjeu majeur. En tant que cela ne sera pas le cas, la mesure de gratuité pour tous les jeunes Parisiens de moins de 20 ans en situation de handicap restera en grande partie inopérante. À ce sujet, nous nous étonnons par ailleurs que la majorité municipale ait rejeté en juin 2019 un amendement déposé par le groupe PPCI qui proposait d'aller plus loin dans la mesure et de rendre gratuits les transports en commun, également pour les accompagnants principaux des jeunes handicapés. Il aurait pourtant été logique de permettre aux accompagnants des jeunes personnes en situation de handicap de les accompagner gratuitement dans les transports communs parisiens. En règle générale, nous devons renforcer nos efforts à destination des aidants, bien sûr. Vous annoncez, à travers cette communication, la mise en place d'une expérimentation de tapis traversants, pensée et développée aux côtés d'associations représentatives de personnes aveugles et malvoyantes, afin de faciliter le déplacement lors de traversées longues pour les personnes déficientes visuelles. Je tiens, de la même manière que pour la mesure précédemment mentionnée, à saluer cette initiative et à rappeler combien il est urgent de mettre en place de telles solutions. Toutefois, il serait prioritaire de s'assurer que les dispositifs classiques éprouvés de longue date soient mis à disposition des personnes handicapées dans tout Paris. En effet, de nombreuses personnes en situation de handicap physique signalent le manque crucial de zones permettant la remontée sur les trottoirs de la ville. Ils soulignent également le fait que les zones préexistantes demeurent largement impraticables et requièrent un entretien plus fréquent pour maintenir le niveau de dénivellation nécessaire pour accéder de façon sécurisée aux trottoirs. Enfin, sur la question sensible du stationnement, et pour conclure, si nous sommes tous en mesure de comprendre la complexité de la création de places GIG-GIC supplémentaires dans un environnement déjà saturé, il est inacceptable que des véhicules porteurs de la carte mobilité inclusion ou de la carte européenne de stationnement se voient adresser des forfaits post-stationnement, les fameux FPS. La contestation de ces procès-verbaux indûment dressés entraîne une perte de temps et d'argent, prix du timbre, considérable pour les personnes en situation de handicap qui se disent souvent découragées par la procédure. Il faut conclure, madame. Bien sûr, de nombreux progrès ont déjà été réalisés, je le disais, mais il faut conclure là. Autant à faire si ce n'est plus à accomplir, et cela ne pourra être possible qu'avec la mobilisation sans réserve de chacun d'entre nous, à la fois en tant qu'élu et en tant que citoyen. Je vous remercie. Merci.